気が遠くなる。わしは死ぬのか。兜の中に入っていて分かった。私の生き方を真似し、全てを蓄積していた兜も失敗した。ほかげなんてクソよ。バカ以外やりゃしないわ。Jiraiya, Orochimaru, Tsunade. Ces trois noms font écho à n'importe qui dans le monde shinobi. Chez certains, ces noms évoquent une grande admiration et un sentiment de sécurité, et chez d'autres, c'est la peur qui est associée à ces noms. En effet, les exploits et faits des élèves du Sandaime Hokage lors de la seconde grande guerre ninja ont fait parler, et ils ont même réussi à impressionner l'homme fort du pays de la pluie, celui qu'on appelle Sanshou Hanzo, autrement dit Hanzo de la salamandre. Les Sannin légendaires étaient en quelque sorte une fierté pour Konoha. Ils étaient quelque part en partie l'héritage des deux premiers Hokage. L'héritage au niveau puissance bien sûr, mais surtout l'héritage de l'esprit de Konoha, la Hinoichi, la volonté du feu. Tsunade était la petite fille du Shodai et elle a donc baigné dans cette idéologie. Orochimaru et Jiraiya, étant des élèves de Hiruzen, qui lui-même était un élève des fondateurs, ont eux aussi hérité de cette volonté du feu. Enfin, c'est ce qui aurait dû se passer normalement. Car vous aurez beau donner une éducation à votre enfant ou à votre élève, à la fin, c'est lui et lui seul qui fait ses choix. Personnellement, je fais partie des gens qui pensent qu'au final, tôt ou tard, la vie pousse les gens à faire des choix et en fonction du vécu de la personne, celle-ci peut faire des choix opposés à ceux que son éducation lui dicterait de faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le trio légendaire. Les trois ont choisi des chemins différents. Bien sûr, celui qui s'est le plus éloigné du chemin tracé par les frères Senju est Orochimaru. Depuis tout petit, il a baigné dans la volonté du feu avec son maître Sarutobi. Mais il se trouve que Orochimaru a perdu ses parents. Et comme on en parlera dans cette vidéo, c'est ce qui le fera totalement changer. Tsunade n'a certes pas trahi son village, mais elle l'a fui pendant un moment car celui-ci lui rappelait des souvenirs qui la font souffrir. On voit donc que là encore, un événement la poussera à changer de chemin, événement que l'on analysera également tout à l'heure. Au final, celui qui est resté fidèle à lui-même du début à la fin, c'est Jiraiya. Il a toujours suivi la même voie, celle de la paix. Que ce soit avec un kunai ou avec une plume, toutes ces actions, enfin sauf celles liées aux femmes, ont été faites dans un objectif d'apporter la paix dans le monde ninja. Comme le dira Tsunade, Jiraiya est le seul qui n'a jamais vraiment changé et c'est sûrement ce qui l'a poussé à sa perte. C'est ce que pense le 5e Hokage en tout cas. Il s'agit donc d'une vidéo un peu plus travaillée dans le fond et j'espère que celle-ci vous plaira. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter et sur Twitch, les liens sont en bio. Et sur ce, Ohaumina c'est Hiro et aujourd'hui on parle des Sannin légendaires. Nande? Hokage no na de soko made kamitsuku? On commence donc par Tsunade, celle qui a complètement renouvelé le monde médical durant la seconde grande guerre ninja. Elle l'a fait non seulement de façon stratégique, en proposant que les équipes de 3 possèdent toujours un ninja médecin en temps de guerre, mais également sur le terrain en soignant ses camarades blessés et en créant plusieurs remèdes. C'est d'ailleurs lors de cette guerre qu'elle a mis fin à la légende de la grande Chio en termes de création de poisons. Comme le dit cette chère mamie, Tsunade trouvait à chaque fois un remède pour les poisons qu'elle, Chio, créait. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle ne supporte pas Konoha, même si l'assassinat de son fils doit quand même en être la principale raison, je pense. Au-delà de tout ça, Tsunade est également très bien née, puisqu'elle descend d'une grande lignée. On ne connaît pas son père ou sa mère, mais on sait que son grand-père n'était nul autre que le Shodai Hokage, et on l'oublie souvent, mais du coup par ricochet, sa grand-mère était donc Mito Uzumaki, qui est une personne très sous-cotée je trouve. Mito fait partie des membres les plus puissants de l'ancien village de Uzushio et du clan Uzumaki. Tout comme Kushina, même au sein des membres du clan Uzumaki, elle avait un chakra particulièrement puissant, capable de contenir la totalité du démon Kyuubi.
Même si c'est Tsunade qui a créé le Byakugo no Jutsu, c'est sûrement sa grand-mère qui en a érigé les prémices avec notamment le sceau sur son front. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les femmes dans Naruto, mais Tsunade représente sûrement la féminité vue par la société. Une femme très belle, maquillée mais pas trop, avec une forte poitrine et des talons. Mais elle représente surtout une femme forte. Une femme qui mêle élégance et puissance, beauté et férocité, charme et pouvoir. Mais derrière cette femme forte se cache une toute autre réalité. Comme je l'ai dit, Tsunade avait tout pour elle. Mais toutes ces choses, malheureusement, n'empêchent pas quelque chose. Et cette chose, c'est la mort. Même si elle-même ne sera pas frappée par celle-ci, elle vu 2 de ses proches perdre la vie. Le premier fut son petit frère, Nawaki, un garçon plein de vie dont elle était fière et qui voulait devenir Hokage. Un garçon qui voulait marcher dans les pas de leurs 2 grands-pères. Tsunade voyait sûrement en Kawaki son défunt papy et surtout, elle voyait sûrement en son petit frère la volonté du feu. Malheureusement, un jour de pluie, même si la volonté du feu restait forte, la flamme de la vie de Nawaki s'éteigna pour toujours, marquant Tsunade à vie. Mais aussitôt la dernière flammèche de la vie de son jeune frère éteinte, une autre s'allumera en elle, la flamme de la passion, celle de l'amour. Elle fit la rencontre de Dan Kato. Tout comme elle avait perdu son cadet, lui aussi avait perdu sa petite sœur dans une attaque qui a eu lieu 1 an plus tôt à Konoha. Au-delà d'avoir rencontré un amour, elle a rencontré une personne qui partage la même souffrance qu'elle. Elle venait de rencontrer l'âme sœur. Comme quoi, même en temps de conflit, on peut rencontrer une personne et en tomber amoureuse. Et comme par hasard, lui aussi partageait le même rêve que son défunt frère. Ses raisons semblaient même un peu plus matures. Là où Nawaki voulait devenir Hokage pour protéger le trésor de son grand-père, ce qui est totalement louable, Dan, lui, voulait devenir Hokage pour protéger la vie elle-même. Son expérience a fait de lui un homme plus fort et surtout a fait de lui un homme meilleur. Elle voudra donc une nouvelle fois croire au rêve de son grand-père en confiant son collier à Dan. Mais sur le champ de bataille, personne n'est épargné. Et même les plus forts ninjas finissent par tomber. Il y a des blessures que même un ninja médecin ne peut guérir. Et il s'agit des blessures au cœur. Que ce soit le cœur dans le sens de l'organe qui pompe le son, ou celui qui retient nos sentiments. Le plus grand des ninjutsu médicales n'y pourrait rien. La vie avait tout pris à la princesse des limaces. Et après la mort de Dan, elle lui prit la seule chose qui lui restait, la médecine. La mort de son bien-aimé rendra Tsunade hématophobe, lui donnant une peur bleue du sang et l'empêchant d'exercer ce pourquoi elle est devenue si célèbre. Et c'est comme ça qu'elle perdit totalement espoir. Mais des décennies plus tard, elle fit la rencontre du petit garçon. Un petit garçon qui était un mix parfait entre Nawaki et son bien-aimé. Un petit garçon qui caressait le même rêve de devenir Hokage. Mais on lui l'a fait pas une 3e fois. Elle a déjà donné et elle ne croit plus en ce rêve. Dès leur première rencontre, en réalité, Tsunade s'est attachée à Naruto. Et c'est à cause de ça qu'elle lui demandera de laisser tomber et qu'elle l'y poussera, quitte à l'humilier. Ce garçon lui prouvera sa bravoure, lui qui n'avait aucun talent et aucune facilité, lui qui n'était que fardeau pour le village. Ce petit garçon lui prouvera sa détermination et soudain, une pensée lui traversera l'esprit. Et si pour la dernière fois, elle essayait de croire en ce que son grand-père avait crié, si elle essayait de croire une dernière fois dans le rêve de Hokage. Et c'est donc de cette façon qu'elle, qui était la pire joueuse du monde, décidera de faire un pari. Non pas d'argent, mais bien et bien un pari sur cet enfant. Elle fit le pari qu'il deviendra Hokage et qu'il sauvera le monde. Tsunade est l'illustration parfaite du jamais 203, car pour elle, la 3e a vraiment été la bonne. La vie lui a tout pris, son bien-aimé, son petit frère, son meilleur ami et même son maître. Mais elle ne lui a pas pris une chose, elle ne lui a pas pris son joyau, car oui, Naruto est une sorte de pierre précieuse pour Tsunade, une pierre précieuse qu'elle a protégée et qu'elle a également beaucoup aidée. C'est pour ça qu'elle l'a toujours défendu contre vents et marées, que ce soit face aux anciens du village ou face au Raikage. Et finalement, le futur lui donnera raison puisqu'en plus de devenir Hokage, Naruto a changé le monde. Il a changé en brisant une malédiction vieille de plus de 1000 ans. Naruto lui a montré que rien n'était écrit. Elle croyait que comme Dan et Nawaki, lui aussi était condamné à échouer et à mourir avant d'avoir atteint son but. Mais ce ne fut pas le cas. Une fois qu'elle a vu cet enfant devenir le héros du monde, comme elle l'espérait, elle put enfin quitter le devant de la scène et prendre une retraite bien méritée. La vie lui a tout pris, mais celle-ci lui a également appris. Elle lui a appris que dans ce monde, il existe un Naruto Uzumaki. 忍術を極めたい。
そして誰よりも強くなる。Orochimaru, l'un des antagonistes les plus charismatiques de l'univers de Naruto. Je ne sais pas pour vous, mais entre son OST glacial, son comportement horrifiant et ses attributs de reptilien, c'est sûrement l'un des personnages qui m'a le plus traumatisé dans mon enfance. Dans certains aspects de sa personnalité, il me rappelle un petit peu Frieza dans Dragon Ball. Un homme cupide qui se croit sincèrement au-dessus des autres, un homme qui cherche à atteindre la perfection, un homme qui cherche à devenir l'être suprême. Pour le fils du roi Cold, il s'agissait de l'immortalité, et pour le créateur du village de Hoto, il s'agit de la connaissance. Oui, c'est vrai que Orochimaru a cherché l'immortalité pendant longtemps, mais ce n'était qu'un moyen de pouvoir continuer à mémoriser tous les jutsu existants et à percer les secrets du monde des ninjas. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les membres de l'Akatsuki, mais Orochimaru, tout comme Sasori, a été complètement bouleversé par la mort de ses parents. Ainsi, il se peut que son rêve de vouloir percer tous les secrets soit tout simplement une revanche sur le monde. Une revanche sur le monde qui lui a pris ses parents. Ce que veut Orochimaru, c'est tout posséder. Il veut posséder la chose qu'il a elle-même dépossédée de tout. Et voici qui est l'homme serpent. Un pauvre enfant à qui on a pris ses parents. Les parents, surtout quand on est un enfant, sont ceux qui nous rattachent au droit chemin. Ou bien, le rôle d'un parent est de nous guider, mais surtout, le rôle d'un parent, c'est de préserver son enfant. Le préserver du danger, mais également le préserver de l'avidité et de la perversité de toutes ces choses lugubres. Je l'avais déjà dit quand je parlais d'Itachi, mais pour moi, cette affaire de vouloir exposer son enfant, surtout à un si jeune âge, à une réalité aussi brutale ne peut pas être une bonne chose. Ça ne le sera jamais. Être un adulte, ce n'est pas juste dans l'âge ou dans le physique. Être un adulte, c'est surtout dans la tête, c'est le mental. Et le mental se forme petit à petit. Un bon parent, dans ma vision à moi en tout cas, ce n'est pas nécessairement celui qui chouchoute son gosse, non. C'est celui qui accompagne son enfant petit à petit jusqu'à ce qu'il découvre lui-même la réalité des choses. Et la réalité des choses, c'est que le monde ninja est cruel. Mais voilà, Orochimaru, lui, n'a pas eu assez longtemps ses parents pour le comprendre, et sûrement que son maître n'a pas su lui montrer le droit chemin. Hiruzen l'avouera lui-même, il a vu son disciple s'enfoncer dans les ténèbres, mais comme ils étaient en temps de guerre, il s'est laissé aveugler par la puissance de Orochimaru, le regardant sombrer petit à petit jusqu'à atteindre un point de non-retour. Les sacrifices humains. Orochimaru s'est laissé consumer par son ambition, ne rechignant devant aucun moyen, aussi inhumain soit-il, pour atteindre ou même ne serait-ce qu'avancer un petit peu sur son but. Beaucoup de personnes sont dans le cas de notre Sannin. Bien sûr, ça ne va pas jusqu'au meurtre, mais parfois, par ambition, nous, humains, avons tendance à oublier des choses essentielles de la vie. Comme la famille ou comme nos principes. Combien de grands hommes ou de grandes femmes, à cause de leur ambition, ont délaissé, voire abandonné leur famille. Même quand la réussite vient avec l'abondance financière et le pouvoir, il reste un vide, car il y a des choses que tout l'or du monde et tout le pouvoir du monde ne pourra jamais acheter. Et cette chose, c'est l'amour. L'amour qu'une mère ou qu'un père porte à son enfant, et même l'amour qu'une femme, un homme, ou quel que soit comment tu t'identifies, nous porte. Mais l'autre raison qui a poussé Orochimaru à faire tout ça, c'est la recherche de qui il est vraiment. Et dans ce cheminement identitaire, il sera accompagné de l'une des seules personnes avec qui il a noué un véritable lien, Yakushi Kabuto. Pour parler de Orochimaru, je suis un peu obligé de parler de Kabuto. D'aussi loin qu'il se souvienne, Kabuto n'était rien. Ce n'était qu'un enfant rescapé de guerre, un pauvre enfant amnésique qui ne se souvenait de rien du tout, même pas de son nom. Mais fort heureusement, il fut recueilli par une femme qui allait devenir sa mère, Nanigashi Yakushi, autrement dit Nono. Dans cet orphelinat, on lui trouvera un nom en référence à une blague, Kabuto, et dans la même foulée, afin qu'il puisse respecter le couvre-feu, on lui offrira des lunettes de vue. Comme lui-même le dit, son nom n'était qu'un god, et ses lunettes un instrument pour lire l'heure. Mais malgré tout ça, il était quand même heureux. Heureux car malgré le fait qu'il avait tout oublié, il a pu retrouver une famille. Il se dévouera donc corps et âme pour aider à son tour sa mère
en soignant notamment les blessés de guerre de la 3e Grande Guerre Ninja. D'ailleurs, comment est-ce que je sais que c'est la 3e Grande Guerre Ninja? Eh ben, grâce à un simple calcul en fait. D'après les différents databooks, Kakashi et Kabuto ont à peu près 7 ans de différence. Or, pendant la 3e Grande Guerre Ninja, Kakashi avait 12 ans, ce qui veut dire que Kabuto en avait 5, et cela semble correspondre à l'âge où il a été retrouvé. En plus, on sait que Konoha est en plein conflit avec Iwa, donc ça concorde. C'est donc lorsqu'il était en train de soigner ses blessés qu'il fit la rencontre de la personne qui deviendra la plus importante de sa vie, Orochimaru. Mais voilà, afin d'empêcher sa mère de partir en mission contre son gré, le jeune Kabuto se désignera pour lui-même aller en mission d'espionnage. Ainsi, lui qui avait enfin trouvé une identité dut en changer à de multiples reprises. Tantôt dans la brume épaisse et sanglante de Kiri, puis dans les terres arides de Suna, et pour finir dans les vallées rocheuses de Iwa. C'est là-bas qu'il sentit sa dernière heure approcher et pris de nostalgie, il pensait à la famille qu'il a laissée il y a des années. Et en voulant se défendre d'une attaque aérienne, il frappera mortellement son adversaire avant même de voir de qui il s'agissait. Et justement, en voyant la personne, il reconnut un visage familier, celui de sa mère. Essayant de réparer désespérément sa faute, il reçut un dernier coup de massue. La femme qu'il considérait comme sa maman ne l'a pas reconnu. Ainsi, le dernier souvenir qui le rattachait à son identité disparaissait et il redevint comme il était le jour où Nono l'avait recueilli. Autrement dit, il redevint personne. Et dans cette réflexion, apparut pour la seconde fois un homme, Orochimaru. L'homme serpent lui révélera la vérité sur les agissements de la racine et le réel but de Danzo. Il lui fit comprendre que tout ce qu'il avait construit avec sa mère supérieure, son nom, ses lunettes, son enfance, tout ça a été réduit à néant par la racine. Mais dans tout ce flou, il comprend que tout comme lui, Orochimaru cherche également son identité. À partir de là, le Sannin deviendra à la fois son supérieur, son frère et son père. Pour dire vrai, Orochimaru deviendra son identité. Voilà pourquoi même après la mort de ce dernier, il se greffera ses cellules parce qu'il pensait que sans Orochimaru, il n'était rien et il a peur que sans ce même Orochimaru, il ne redevienne personne. Voilà ce qui a été pendant longtemps Kabuto. Mais Orochimaru n'a jamais voulu le tromper. Je pense que malgré tout serpent qu'il était, il avait trouvé en Kabuto un vrai compagnon, un compagnon qui comprend ses problèmes identitaires. À chaque nouvelle vie, Orochimaru en apprend un peu plus sur lui et sur le monde. Il veut bâtir un monde où chacun pourrait exprimer à fond cette personnalité. Contrairement au village de la feuille qui tombe sans bruit, il créera le village du son qui lui s'exprime à fond et de façon bruyante, même si cela passe par semer le chaos et la destruction. Peu importe, il fera parler de lui, il exprimera sa folie. Voilà ce qu'est devenu Orochimaru en étant adulte. Mais à travers Kabuto, il a compris que sa vision était vouée à l'échec. De ce fait, comme Kabuto avait placé sa recherche de soi en lui, le légendaire Sannin, placera la sienne en Sasuke. Et plus tard, il la placera en Mitsuki, son propre enfant. Son propre fils, qui la placera en Boruto. Tous ceux qui sont autour de Orochimaru sont un peu à la recherche de meurtre. Que ce soit Karin qui passera sa vie à être utilisé, Jugo qui alterne entre calme absolu et folie, ou même Sasuke qui a longtemps été en quête de lui-même. Même le fait qu'il ne se définisse ni comme un homme ni comme une femme sert ce propos à la recherche de son identité. Mais personnellement, je suis sûr que son développement trouvera sa finalité à travers son enfant, Mitsuki. Uzumaki Naruto Monogatari. それがいい。世継ぐものか。もしかするとそれは。Deux Hokage formés directement, un indirectement. Soit même formé par un autre Hokage et meilleur ami Jugo Daime. Personne dans l'univers de Naruto n'a un tel palmarès à son actif. Et cela montre bien l'influence que a eu et que continue à avoir le plus populaire des 3 Sannin légendaires, Jiraiya-sama. Maître dans l'art de l'ermite, Jiraiya est également le shinobi connu ayant accompli le plus de missions. D'après le premier databook, le Rin no Sho, l'ermite Panet aurait accompli 58 missions de rang D, 345 de rang C, 684 de rang D, 614 de rang A et 138 de rang S.
soit un total de 1839 missions. Preuve que malgré les nombreuses fois où on l'a vu en dehors du village, et malgré ces nombreuses fois où il n'a pas été présent à des moments critiques comme à la mort de son maître ou celle de son disciple, il protégeait quand même le village dans l'ombre. Ça va même au-delà du simple patriotisme, puisque en réalité, en plus de protéger Konoha, il cherchera à protéger ce monde, à le sauver. Jiraiya ne s'arrêtait pas à des liens familiaux, claniques ou nationalistes. Non, Jiraiya voyait plus loin. Lui qui était un petit garçon agité et pervers dans sa jeunesse, au fil du temps, commencera à vouloir la paix. L'histoire de Jiraiya, c'est l'histoire d'un garçon qui fut choisi par le destin pour guider celui qui apportera la paix. Mais comme on l'a assez montré sur cette chaîne, le destin dans Naruto, ça n'existe tout simplement pas. La vérité, c'est que quand Gamamaru donnera sa vision au jeune Jiraiya, c'est Jiraiya lui-même qui acceptera d'endosser ce rôle. À défaut d'avoir pu s'unir à une femme, il a voulu unifier le monde. Un homme qui savait que la protection des siens passait par la destruction des autres. Et c'est d'ailleurs sûrement par culpabilité que Jiraiya a voulu au départ s'occuper de Nagato, Yahiko et Konan. Car si on se fie à ce que dit Pain à Naruto, c'est bel et bien le pays du feu et d'autres pays qui ont déclenché la seconde grande guerre ninja. Ils l'ont fait car il manquait de ressources et Nagato et les autres, ainsi que tout le village d'Ame, ne sont que les conséquences de cet égoïsme et de cet individualisme. Mais Jiraiya, qui ne pensait qu'à leur donner une vie meilleure, changera d'avis lorsqu'il vit les yeux de Nagato. Il a vu en ses yeux concentriques un espoir de paix. Ces Rinnegan, ayant appartenu à l'ermite Rikudo, étaient pour Jiraiya la preuve qu'il allait pouvoir accomplir son objectif, la consécration d'un voyage. Mais finalement, dû au choix de Nagato lui-même, il ne semblait pas être le bon. Il tombera ensuite sur un génie comme il en apparaît une fois par décennie, Namikaze Minato. Il le formera et l'élèvera comme son propre fils, et cet homme deviendra même Hokage. Mais voilà, en voulant prendre ses responsabilités de père et de chef, il se sacrifia. Jiraiya était donc de retour à la case départ. Et c'est ainsi qu'il se souvint. Il se souvint de l'enfant de son disciple Minato. Un enfant à qui on avait donné le nom du héros de son premier livre, Naruto. Même si ce nom a été trouvé en mangeant un bol de ramen, le caractère de ce personnage correspond à celui d'un autre de ses disciples, Nagato, celui qu'on pensait perdu. Et on comprend donc que aucun effort du Sannin n'a été vain. Le comportement de Nagato a inspiré son disciple Minato pour donner son nom à son dernier élève, Naruto. C'est pour ça que les trois sont considérés comme les enfants de la prophétie, car contrairement à ce que beaucoup pensent, être enfant de la prophétie, ce n'est pas un destin. Non, c'est une idéologie et une philosophie de vie. C'est pour ça qu'à la fin du combat contre Pain, Gamamaru dira que les deux enfants de la prophétie, en parlant de Nagato et Naruto, avaient réussi, alors que dans sa vision il s'agissait que d'une seule personne. C'est aussi pour ça que Naruto dit que son père lui a transmis le rôle d'enfant de la prophétie et le rôle de sauveur. C'est les choix de chacun et non un destin tout tracé qui fait de vous le Yogen no Ko. Jiraiya, lui, a transmis non seulement des jutsu, mais surtout il a transmis à toutes ces personnes sa vision du monde et sa détermination. La vie de Jiraiya n'est qu'un grand livre dans lequel il y a plusieurs chapitres. Le chapitre de l'insouciance, celui de la prise de conscience et les différents chapitres liés à ses disciples. Mais il y a surtout le chapitre de la légende. Le chapitre d'un ninja qui n'abandonne pas et qui reste obstiné à tel point que Hanzo lui-même l'a reconnu avec ses compagnons. Le chapitre d'une des rares personnes à maîtriser l'art de l'ermite, le chapitre d'un homme qui a emmagasiné de nombreux jutsu. Et bien sûr, le chapitre d'un homme profondément bon. Ce qu'il y a de plus beau avec le livre de la vie de Jiraiya, c'est que même après sa mort, les pages continuent de se remplir car il a su trouver en Naruto quelqu'un qui fera perdurer sa volonté. De ce fait, même si lui a posé la plume, d'autres la reprendront et ne cesseront de faire couler l'encre. Obito l'a d'ailleurs lui-même dit, en perdant la bataille idéologique contre Naruto, il a en réalité perdu contre cet homme qu'on appelle Jiraiya. Lorsqu'un homme quitte une femme, il devint plus fort. C'est ce que disait Jiraiya. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette phrase. Avoir une compagne donne quelque chose à protéger, il nous rend beaucoup plus fort et nous fait grandir. On l'a vu avec Naruto ou Minato. Mais elle correspond tellement à l'homme qui était Jiraiya. Un homme qui accomplissait des choses tout seul. Par contre, la phrase avec laquelle je suis totalement en accord, c'est celle où Jiraiya dit qu'on reconnaît un ninja à sa façon de mourir et surtout à travers tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Et là, on peut dire que Jiraiya en a accompli une ribambelle. Que ce soit la formation de Do Hokage ou l'héritage dont on vient juste de parler, Jiraiya
laissera des traces pour toujours. Au fil du temps, cet homme est devenu un symbole qui s'est transmis à Naruto Uzumaki, qui l'a lui-même transmis à son fils Boruto Uzumaki. Tout ça devant Jiraiya, qui des profondeurs des mers ou de la grandeur du ciel, admire tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air. Normalement, si vous êtes très observateur, vous vous êtes sûrement rendu compte que voilà, la qualité a vraiment fait un up au niveau du visuel, même si bon, je fais pas beaucoup de facecam, parce que j'ai investi dans une nouvelle caméra. J'espère que celle-ci vous plaira. Cette vidéo m'a demandé quand même pas mal de travail au niveau du montage, au niveau de l'écriture, etc. Donc, encore une fois, si elle vous a plu, ça me ferait énormément plaisir si vous la likez et si vous la partagez. Et je vais bientôt commencer à faire des vidéos de divertissement liées pas forcément aux animés, mais peut-être sur une autre chaîne. Donc, je vous invite vraiment à aller vous abonner à celle-ci. Le lien de la chaîne est en bio, donc si vous pouvez vous y abonner, voilà, moi, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait pas mal dans cette nouvelle aventure, entre guillemets. D'ailleurs, ça va être super dur de gérer 4 chaînes en même temps, mais bon... On verra bien. J'avais sorti une vidéo sur comment est-ce que les bijoux sont réellement nés. C'est une vidéo qui est assez intéressante où je parle pas mal d'idiotes. Malheureusement, elle est assez flop, donc je vous invite à aller la voir. Je vous la mets en annotation, donc voilà, si vous voulez aller la voir, allez-y. Et je vous conseille parce que c'est vraiment une très très bonne vidéo sans vouloir me jeter trop de fleurs. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Hiro.